Alors, nous allons parler ce matin de l'électricité ayant rapport avec le solaire photovoltaïque. Je sais que en licence, en troisième année de licence professionnelle, vous avez déjà un bon background et il y a beaucoup de choses que vous connaissez déjà. Donc, nous allons revoir rapidement ces basiques. Et en dehors de ça, nous allons voir les aspects sécuritaires, puisque dans la semaine, vous êtes au courant de ce qui s'est passé. Il y a un électricien qui a été électrocuté et qui est décédé. Est-ce qu'il a respecté les normes? Est-ce qu'il a pris les mesures qu'il faut? S'il ne les a pas respectées, c'est normal qu'il soit électrocuté. Et donc, le métier que vous avez choisi de faire présente beaucoup de dangers. Et donc, si vous ne respectez pas ces normes-là, vous risquez de ne pas aller jusqu'à la retraite. Oui, c'est vraiment important de connaître ces choses. Alors, nous allons parler d'abord du basique. Comment est produite l'électricité en rapport avec le solaire photovoltaïque? Nous savons que le solaire envoie son énergie, sa lumière, et c'est la lumière du soleil qui est convertie en électricité. Ce n'est pas la chaleur, mais c'est l'éclairement qui est converti. Donc, à travers les photons que le soleil envoie, les panneaux solaires exposés à cet éclairement, étant constitués des éléments semi-conducteurs, nous avons la bande de valence et la bande de conduction. Les électrons étant dans la bande de valence vont être excités en recevant les photons et à travers ça, ils vont passer dans la bande de conduction et grâce à un champ électrostatique, ces électrons vont se mettre en mouvement et cela crée du courant. Alors, il est normal que ce courant soit utilisé pour faire beaucoup de choses, pour l'éclairage, pour faire tourner des équipements électriques et pour faire beaucoup de choses. Et donc, quelles sont les terminologies que nous utilisons en matière d'électricité? Nous avons le courant, nous avons la tension, nous avons des résistances, nous avons la puissance. Et la puissance qui est exprimée en watts, l'énergie en watts-heure. Nous avons la loi d'Ohm qui s'applique, la loi de la puissance. Nous avons le courant alternatif et nous avons le courant continu. Alors, en termes de tension, il s'agit de la force électromotrice qui est obtenue grâce à une différence de potentiel. Et c'est cette différence de potentiel qui constitue ce que nous appelons ici la tension électrique. Et cette tension a pour unité le volt. Nous avons aussi le courant électrique qui représente la quantité d'électrons qui passent à travers une section donnée. Et donc, cette quantité d'électricité est exprimée en coulombs par seconde. Et donc, l'unité utilisée pour le courant électrique, c'est l'ampère. C'est des trucs que vous connaissez déjà. En dehors de ça, nous avons la résistance électrique qui représente l'opposition subie par ces électrons qui passent à travers ces câbles. Et donc, c'est cette opposition qui est mesurée, que nous appelons ici résistance, qui est l'opposé de la conductance. Bien. Et ça dépend de plusieurs paramètres. Cette résistance dépend de la section du fil, ça dépend de la longueur du fil, ça dépend de la température et ça dépend du matériau dans lequel ce courant doit passer. Et donc, pour la conduction électrique, nous avons des matériaux, tout ce qui est
métal, le fer, le cuivre et d'autres matériaux, mais habituellement, en matière de courant électrique, le cuivre constitue le matériau le plus utilisé et quelquefois, il y a l'aluminium aussi qui est utilisé pour certains câbles, mais le cuivre est le matériau le plus utilisé. Alors, nous avons la loi d'Ohm, cette loi qui dit que il y a une proportionnalité entre la tension et le courant. Et donc, U égale à R fois I, avec U en volts, I en ampères et R en ohms. Et donc, à travers ces petits calculs, on peut déterminer les différents paramètres. Connaissant un, on peut déterminer les autres. En dehors de ça, nous avons l'énergie et la puissance. Alors ici, en matière d'électricité, nous utilisons l'unité qui est le watt pour exprimer la puissance et au même moment, nous utilisons le kilowattheure pour exprimer la puissance, pour exprimer l'énergie. Nous utilisons habituellement d'autres unités pour l'énergie, mais en électricité, nous utilisons plus spécifiquement le watt et le kilowattheure pour ces unités de puissance et d'énergie. Alors, pour une puissance de 1 kW, nous obtenons l'énergie en multipliant la puissance par la durée. En d'autres termes, si vous avez un équipement à la maison qui a une puissance de 2 kW, si vous utilisez cet appareil pendant 1 heure de temps, vous avez les 2 kW fois le temps d'utilisation et vous aurez utilisé une énergie de 2 kWh. Et donc, lorsqu'on dispose d'une quantité d'énergie, il y a des variables. On peut, avec une puissance plus élevée, consommer cette énergie en un temps beaucoup plus court, comme on peut disposer d'une puissance faible et utiliser cette énergie pendant un temps relativement long. Alors, comment calculons-nous la puissance? La puissance P est égale à U fois I. Donc, le courant fois la tension nous donne la puissance. Avec des exemples, on peut tirer les autres paramètres en faisant ce que nous avons là. C'est des petites déductions, c'est des choses que vous maîtrisez, ça c'est sûr. Alors, je suis arrivé au niveau de la connexion des batteries. Ici, je vais demander à ce que vous m'aidiez. Je sais que vous savez déjà le faire. On va le faire ensemble. Alors, la batterie constitue un générateur. Et souvent, quand vous allez pour acheter des batteries, on met 100 ampères-heure, 200 ampères-heure, 240 ampères-heure, on met. Alors, comment peut-on les associer? Puisque vous aurez à faire ces associations lors du stockage de l'énergie que va produire les panneaux solaires. Alors, comment se fait l'association? Ça se fait comme on fait l'association des piles. On peut les faire en série, comme on peut le faire en dérivation. Alors, j'ai deux batteries de 12 volts, 100 ampères-heure, que j'ai mis en série. Quelle est la capacité de l'ensemble que j'obtiens?
Si je les mets en série, cela suppose que je vais appliquer la loi de l'additivité. J'additionne les tensions. En additionnant les tensions, j'aurai un système de batterie de 24 volts. Par contre, la capacité reste 100 ampères-heure. On est d'accord? Par contre, si je les associe en dérivation, j'aurai 100 fois 2, puisque la partie intensité va s'additionner. Par contre, la tension restera 12 volts. Comment obtenir 24 volts et 200 ampères-heure dans ce cas? Qui veut nous aider? Très bien. Donc, on met ce système-là en série et on obtient un système comme ça qui permet d'avoir une tension de 24 volts avec une capacité de 200 ampères-heure. Alors, quels sont les équipements dont vous avez besoin pour faire ces mesures? Nous avons spécifiquement deux types d'instruments. Nous avons la pince ampère-métrique qui permet de faire beaucoup de mesures sans vraiment avoir accès ou bien rentrer dans le circuit. Par contre, avec le multimètre, vous avez besoin quand même d'avoir accès au circuit. Et donc, pour des électriciens que vous êtes, dans beaucoup de cas, la pince ampère-métrique est vraiment pratique. Et c'est des instruments que vous devez avoir qui vous permettent de mesurer vos paramètres sans vraiment rentrer dans votre circuit. Alors, comment est utilisé ces équipements de mesure? Le voltmètre se branche toujours en dérivation. Qu'est-ce que ça signifie, être branché en dérivation? Qui veut bien nous rappeler cela? Oui, on le met au bord du composant. Quelles sont les précautions à prendre? En termes de polarité. Le plus est branché à quoi? Et le moins est branché à quoi? Le plus au plus et le moins au moins. Vous êtes tous d'accord? C'est moins au plus? De toute façon, si c'est pas là, c'est... Oui, donc, c'est simple. Il faut suivre le plus. Et le plus doit être branché au plus. Et le moins doit être branché au moins. D'accord? Donc, le courant entre dans ces équipements toujours par leur borne positive. Et donc, vous devez suivre le circuit. Vous quittez le plus du générateur, vous avancez dans le circuit et vous arrivez sur l'équipement dont vous voulez mesurer la tension aux bornes et donc vous branchez le plus de votre voltmètre là et le moins
va être de l'autre côté. D'accord? Donc, ce sont de petites règles que vous ne devez pas oublier. Si vous oubliez ça, si vous n'avez pas, si vous avez un multimètre qui n'est pas, qui ne va pas dans les deux directions, quand vous permutez les bornes, au lieu que l'aiguille dévie dans ce sens, l'aiguille va chercher à aller dans l'autre sens puisque vous avez inversé les bornes. Si le fusible ne supporte pas, le fusible va prendre le coup. Ça veut dire que votre instrument est endommagé. Il faut changer certainement le fusible pour le remettre en état. Et puisqu'il y a certains voltmètres, ça peut dévier vers la gauche, comme on dit, à zéro central en fait, ce que je voulais dire. C'est des choses qui existaient avant. Aujourd'hui, il y a beaucoup de numériques qui sont là. Et donc, quand vous branchez, même quand vous inversez les bornes, ça vous indique une réponse quand même, mais qui sera négative. Ça vous montre, mais ça facilite les choses. Mais dans la formation de base que nous avons reçue, il n'y avait pas eu beaucoup de numérique. Et donc, il faut vraiment faire attention à ça. Alors, comment se mesure? Comment peut-on utiliser un ampèremètre dans un circuit en série? Et alors, comment ça se branche alors? Le courant entre par quelle borne? Est-ce que le courant entre par le plus toujours ou bien par le moins? Non, parce que le courant il va de l'autre côté. Le courant il circule de l'autre côté, du coup il faut inverser. Il faut inverser? Ben, je pense que oui. Et les autres? Le courant, il va du plus vers le haut. Bon, moi, ma dernière réponse, c'est qu'il faut changer. Il faut inverser les pôles. Je pense. Une autre proposition? Qui sont ceux qui sont d'accord avec lui? Mais ça veut dire que tout le reste, vous n'êtes pas d'accord. Sans avis. Ah oui, bien sûr. Voilà, j'ai un circuit qui est là. J'ai mon générateur. Je mets une résistance. Je mets peut-être une lampe aussi. Et ici, j'ai mon ampèremètre. D'accord? Alors, le courant rentre comme ça. Voilà mon ampèremètre qui a deux bornes. Ici, est-ce que c'est plus ou c'est moins? La borne d'entrée du courant dans notre ampèremètre. C'est moins? C'est moins? Vous avez 0. J'ai toujours dit que c'était plus. Le courant rentre encore par le plus dans l'ampèremètre. Oui? Oui? Si vous devez brancher votre ampèremètre, le courant va rentrer par le plus. D'accord? Donc, ce sont de petits détails que vous oubliez souvent, mais qui sont utiles et qui vous protègent. D'accord? Ça protège l'équipement et vous-même, ça vous protège. Alors, ici, sur le schéma, j'ai deux images. Pourquoi l'autre image n'est pas bonne? Oui,
Pourquoi il faut forcément mettre une résistance? Parce que bah, ils vont permettre pour les brancher, ça peut la résistance Donc, on ne peut pas le brancher directement au banc du générateur parce que le brancher directement au banc du générateur, c'est comme on l'a mis en dérivation. D'accord? Le mettre directement au banc du générateur, c'est comme vous l'avez branché en dérivation. Est-ce que vous voyez? Et donc, il faut forcément une résistance pour que ça soit un circuit et que l'ampèremètre soit inséré dans ce circuit-là. Donc, de façon pratique, avec la pince ampèrmétrique, nous n'avons pas besoin forcément de faire tout ça, de chercher à voir quel est le plus, quel est le moins. Il suffit de régler la pince ampèrmétrique sur le paramètre que nous voulons mesurer et nous pouvons facilement avoir ce que nous cherchons à mesurer. C'est ça l'avantage d'utilisation de la pince ampèrmétrique par rapport. Alors, nous allons voir un autre aspect qui est la chute de tension dans un circuit. Pourquoi il faut tenir compte de la chute de tension dans un circuit? Qui veut bien nous expliquer pourquoi c'est important de prendre en compte cette chute de tension? Vous avez des idées? Si un appareil a besoin d'un certain voltage, mais qu'au fur et à mesure du système, il n'y a pas assez de tension. OK. Maintenant, à quoi, merci, à quoi est due la chute de tension? La longueur du câble est par rapport au matériel. Alors, quand le courant passe dans un câble, vous allez remarquer qu'après un certain temps, le câble s'échauffe. Pourquoi ça s'échauffe? Ça veut dire qu'il y a des pertes. Il y a des pertes qui sont dues à la résistance. Et donc, il faut prendre en compte cette chute de tension. Sinon, sur une certaine distance, vous avez une tension à l'entrée et jusqu'à la fin du câble, vous n'avez plus rien parce que sur le long de ce câble, il y a eu énormément de pertes et à la fin, vous avez tout perdu. Quelle est la solution qui est proposée contre cette chute de tension? Est-ce que vous avez une idée de ce qui est proposé pour remédier à la chute de tension? On ne peut pas le supprimer totalement, mais on peut le minimiser et on peut trouver des solutions pour que ça puisse, qu'on ne perde pas tout. Qui a une idée de ce qui est proposé pour remédier à cette chute de tension dans la pratique? Je sais que vous connaissez, mais peut-être vous n'avez pas, vous ne vous rappelez pas. Alors, vous allez remarquer que au niveau des points de production de l'électricité, une fois qu'on quitte ces centrales, nous avons des lignes de haute tension. D'accord? Vous allez remarquer que dans le calcul de la chute de tension, les paramètres qui interviennent, il y a la résistance, il y a l'intensité du courant et il y a la longueur du câble, qui sont des paramètres qui interviennent.
dans le calcul de la chute du courant. Alors, pour remédier à cela, on va élever la tension. En élevant la tension, qu'est-ce qui va diminuer? L'intensité du courant va diminuer. Donc, on passe dans les lignes de haute tension avec une petite intensité du courant dans ces câbles-là, qu'on va transporter sur de longues distances. Le courant étant faible, lorsqu'on va calculer la chute de tension, la chute va être aussi faible. Et arrivé au point où on doit faire la distribution, on débouche sur des transports qui vont abaisser encore cette tension et vont les rendre utilisables. C'est pour ça qu'au niveau de ces lignes de haute tension, on peut avoir jusqu'à 30 000 volts dans ces lignes-là, et des fois plus. Et l'objectif, c'est de lutter contre la chute de tension. Et donc, au point d'utilisation, nous avons des stations de moyenne tension. Donc, on diminue cette tension-là. Et là où les maisons sont, on peut encore diminuer peut-être à 400 volts avant de faire la distribution. Et comme ça, on essaie de trouver une solution à cela. Et l'autre façon de réduire aussi la chute de tension, c'est qu'il faut utiliser la section du câble appropriée. Dans vos maisons, vous pouvez remarquer facilement que quand vous prenez un fil qui n'est pas adapté, quand la section n'est pas appropriée, quand le fil n'est pas approprié pour supporter la tension ou bien ce que vous voulez, la puissance de l'équipement que vous voulez utiliser à partir de ce câble-là, le câble va s'échauffer et des fois même, ça peut brûler parce que ce n'est pas approprié. Alors, pour remédier à ça, dans les maisons, il faut utiliser les câbles appropriés. Quand vous utilisez les câbles qui ont de très bonnes sections, des câbles de qualité, ça permet aussi de diminuer ce phénomène de chute de tension au niveau de tout. Alors, comment se calcule la chute de tension? Voilà. La formule est là. Alors, nous avons un câble de 20 mètres et dans ce câble passe un courant de 0,5 ampères. La résistance dans le câble est donnée en ohms par mètre et c'est de 0,02 ohms par mètre. Et donc, pour calculer la chute de tension, nous faisons l'intensité I multipliée par la résistance. Et donc, ça fait 0,5 ampères multiplié par la longueur du câble qui est 20 mètres fois 0,02 ohms par mètre. Et après, on multiplie par 2. Pourquoi on le multiplie par 2 après? Qui m'explique pourquoi on a multiplié 0,2 volts qu'on a trouvé par 2? C'est l'aller-retour. Et donc, il ne faut jamais oublier ça, que c'est l'aller-retour. Et donc, il faut le multiplier par 2. J'ai pris un autre exemple avec un câble, un système beaucoup plus compliqué. Mais c'est toujours le même principe. Pour calculer la chute de tension, il faut tenir compte des mêmes règles. Les distances sont multipliées par 2 parce que c'est toujours l'aller-retour. Et donc, si le calcul est bien fait, on obtient les résultats que nous avons là. Alors, vous allez remarquer quand même qu'au niveau de la ligne 1,
qui allait directement vers la lampe 1, la chute de tension est un peu plus faible que par rapport à la lampe 2. Vous voyez? Il y a une différence de chute de tension au niveau des deux lampes. Au niveau de la première lampe, la chute de tension est un peu plus faible qu'au niveau de la deuxième lampe. Qu'est-ce qui explique cela? C'est la longueur du câble qui fait que, donc plus le câble est long, plus vous perdez une partie de la tension que vous utilisez. Et donc, la perte de la tension dans le câble, ou bien la chute de tension dans le câble, va agir aussi sur la puissance que l'équipement va recevoir. Et donc, pour un circuit de 220 volts traversé par un courant de 24 ampères, nous allons calculer la chute de puissance qui est de 3%. Et donc, la puissance, ça fait U fois I multiplié par le pourcentage. Et donc, ça nous donne environ 173 watts. J'ai mis ici, au niveau du câble, 10 AWG. Qu'est-ce que ça signifie, 10 AWG? Vous êtes des électriciens, vous pouvez me renseigner par rapport à ça. Aucune idée? Alors, selon les normes, quand vous achetez des câbles, la section doit être marquée sur le câble. Donc, dans le système américain, ils utilisent AWG. OK? Et il y a des tables qui permettent de faire la conversion entre le système américain et le système français. Et donc, il y a une conversion entre les AWG et les sections qui sont en millimètres carrés. Donc, c'est des conversions que vous pouvez facilement trouver sur Internet. Donc, c'est des trucs. Mais quand même, il faut savoir que cette notation sur les câbles, c'est la section qui est marquée sur ces câbles-là. Donc, nous avons le courant alternatif, qui est un courant variable, et nous avons le courant continu, direct current, qui est le courant qui est produit par les systèmes solaires photovoltaïques. Et les batteries aussi stockent du courant continu. Les batteries stockent du courant continu. Alors, une question, si le courant produit par les panneaux solaires, c'est du courant continu, et que si les batteries aussi stockent ce courant continu, comment utiliser des équipements qui utilisent le courant alternatif à partir des systèmes solaires PV? Des transformateurs? Vous êtes des professionnels. C'est eux les professionnels. Et c'est eux qui ne disent rien. On utilise quoi? Les panneaux solaires produisent du courant continu. Les batteries stockent du courant continu. Mais nous avons des équipements qui utilisent le courant alternatif. Comment vous faites? OK. On utilise un onduleur qui permet de faire la conversion du courant continu en courant alternatif. Mais pas des transfos. Les transformateurs, il y a des transformateurs abaisseurs, il y a des transformateurs élevateurs.
OK, E, c'est pour diminuer le courant, c'est pour augmenter le courant, d'accord? Mais ici, c'est des onduleurs qui permettent de faire la conversion AC-DC. Maintenant, nous allons voir les aspects sécuritaires. Alors, comme je le disais au début, pourquoi je me suis intéressé à l'aspect sécurité? C'est par rapport à ce qui s'est passé aussi dans la semaine. Mais il faut dire qu'au début, j'avais voulu vous faire une présentation sur les installations solaires photovoltaïques. Et en 1 heure, c'est impossible de vous dérouler ce cours parce que c'est un peu costaud. C'est un peu costaud. Ça prend en compte beaucoup d'aspects en termes d'installation, depuis le dimensionnement jusqu'à comment il faut faire les installations. Donc, on ne peut pas le faire en 1 heure. J'ai plus de 100 slides que je devais dérouler avec beaucoup de normes à respecter en matière de dimensionnement et d'installation. Et donc, je me suis dit, on va parler des aspects sécuritaires parce que en négligeant un tout petit peu cet aspect sécurité, on peut laisser sa vie facilement. C'est pour ça. Alors, lorsqu'on parle de sécurité, ça concerne essentiellement 3 aspects. Le premier aspect, ce sont les équipements de travail que vous-même vous allez utiliser. Il faut que ces équipements de travail soient des équipements sûrs. Il faut que ce soit des équipements de sécurité. Je vous donne un petit exemple. Imaginez que dans votre métier de professionnel en solaire photovoltaïque, vous devez percer le mur quelque part. Est-ce que vous voyez? Alors, pour percer le mur, la perceuse est équipée d'un système de sécurité. Peut-être que vous ne voyez pas que ça est équipé d'un système de sécurité. Pour pouvoir percer le mur, vous n'appuyez pas sur un bouton et la perceuse commence pas à travailler en même temps, mais il y a un bouton pressoir, de sorte que quand vous appuyez sur ça, ça commence par travailler. Et du coup, quand il y a un souci, dès que vous enlevez la main, ça doit faire quoi? Ça doit s'arrêter. En fait, c'est un système de sécurité qui vous protège. Imaginez que dès que vous branchez votre perceuse, ça commence par tourner. D'accord? Et qu'il y a un souci et que vous laissez peut-être la perceuse tomber et qui continue toujours par tourner. Est-ce que vous êtes en sécurité dans ce cas? Non. Par contre, si c'est vous qui devez presser pour que ça tourne, dès qu'il y a un souci, vous enlevez la main, automatiquement, ça fait quoi? Ça s'arrête. Et le fait que ça s'arrête, ça protège son utilisateur. OK? Donc, vous devez utiliser des équipements sûrs qui vous protègent et qui vous permettent quand même de faire proprement le travail que vous avez à faire. Il faut aussi que vous utilisez des équipements installés qui sont sûrs. Imaginez que vous achetez des panneaux solaires que vous voulez installer, des panneaux qui sont falsifiés. Ces panneaux-là, où les bornes ne sont pas bien faites, ne sont pas bien respectées, quand vous allez faire votre installation, ce sera un bazar. Imaginez un panneau où le plus est marqué moins et le moins est marqué plus, et que vous installez ça. Vous voyez? Donc, en matière de sécurité, il faut que les équipements utilisés soient sûrs. En dehors de ça, nous avons des équipements de protection individuelle que celui qui utilise, celui qui est travailleur professionnel du domaine doit porter. Il s'agit de ses chaussures,
il s'agit des casques, il s'agit de beaucoup d'autres équipements qui vont protéger celui qui va installer ces trucs. Et vous devez savoir aussi qu'il y a des normes à respecter en termes de sécurité pour protéger l'utilisateur et le professionnel du domaine. Alors, souvent, quels sont les risques auxquels vous êtes exposé dans votre métier en tant qu'électricien? Est-ce que vous avez une idée des risques auxquels vous êtes exposé? Vous avez une idée de tout ça? Quelques exemples? Alors, le métier d'électricien ne se fait pas souvent, pas toujours au sol. Vous pouvez être au sol, mais vous êtes amené à faire le travail peut-être sur le toit d'un bâtiment. Vous êtes amené peut-être, s'il faut installer une lampe quelque part là-bas, vous êtes obligé d'aller en hauteur pour le faire. Et donc, vous êtes exposé à tout moment à des dangers. Des dangers auxquels vous-même, vous ne faites pas attention. Et donc, si vous ne prenez pas des dispositions qu'il faut, ça peut facilement tourner très, très mal. Et donc, nous allons voir quels sont les aspects à prendre en compte quand vous exercez votre métier et cela va vous protéger. Donc, il faut dire que il y a des règles de protection qui sont établies et que tous ceux qui sont professionnels du secteur de l'électricité doivent respecter. Ils doivent respecter ces règles-là. Si ils le respectent, ça va pour leur survie. Donc, comme là, vous voyez notre électricien qui est en train de faire son travail. Vous voyez, il travaille les mains nues. C'est ça, non? Il travaille les mains nues. S'il y a du courant, s'il y a de l'énergie dans les câbles sur lesquels il travaille, il peut facilement être électrocuté. Il peut être électrocuté, mais ce n'est pas l'électrocution qui va le tuer. Qu'est-ce qui va le tuer là-bas? Il va chuter. Il est électrocuté et sa réaction, et donc, il va tomber d'une hauteur. Et c'est cette chute-là qui va le tuer finalement. Donc, c'est pour ça qu'il faut quand même prendre des précautions. Il n'y a pas que le risque d'électrocution. Il y a les batteries de stockage qui contiennent de l'acide. Et donc, cet acide-là aussi peut constituer des risques pour votre vie. Et donc, dans tout l'environnement dans lequel vous allez travailler, il y a beaucoup de risques qui sont là. Et donc, vous devez prendre des précautions qu'il faut. Alors, en termes d'équipement de protection, qu'est-ce que nous avons? Nous avons beaucoup d'équipements pour protéger la tête. Nous avons des casques. Nous avons des équipements pour protéger les yeux. Il y a des combinaisons à mettre pour protéger le corps. Il y a des gants de protection qui doivent respecter aussi des normes spécifiques. Il y a des chaussures appropriées que le professionnel doit utiliser pour faire son travail. En dehors de ça, si le professionnel du métier doit monter en hauteur pour faire une installation, il y a encore d'autres équipements qui doivent le maintenir pour que quand il glisse peut-être
sur le support sur lequel il marche qui ne tombe pas. Et tout ça font partie des équipements de protection que celui qui travaille dans le métier doit pouvoir prendre. En dehors de ça, son employeur aussi a des responsabilités vis-à-vis de ce professionnel-là. Il faut dire que quand vous êtes recruté dans une entreprise pour faire des travaux, l'employeur a la responsabilité de mettre à votre disposition des équipements qui vous protègent. Les casques, les chaussures et d'autres équipements. Les outils de travail que vous avez à utiliser pour faire vos prestations, tout ça doivent être des équipements sûrs. Aujourd'hui, nous avons des tournevis qui sont protégés. Vous voyez ces genres de tournevis dont je suis en train de parler. Ce sont des tournevis qui sont couverts sur une longue partie de l'équipement, de sorte que votre main ne puisse pas toucher la partie métallique. Est-ce que vous voyez? Donc, tout ça font partie des équipements que vous allez utiliser lors de l'exercice de votre métier, mais qui sont des équipements qui sont faits pour vous protéger. En dehors de ça, il faut que votre employeur vous permette de suivre des formations en matière de sécurité. Qu'est-ce qu'il faut faire dans tel ou tel cas? Et tout ça là, c'est pour votre survie. Alors, nous allons commencer par la protection de la tête. Et en termes de protection de tête, nous avons des casques qui peuvent supporter des tensions. Et donc, celui qui travaille dans ce domaine doit être équipé de ces équipements-là qui le protègent. Vous voyez par exemple le casque de milieu, 20 000 volts. Donc, celui-là qui travaille sur des lignes de haute tension et qui ne met pas les équipements appropriés va facilement mourir. Facilement mourir. Il prend un choc et il tombe et il est parti. Donc, il va falloir avoir des équipements appropriés pour pouvoir bien faire le travail. En dehors de ça, à part le casque, nous allons voir d'autres types d'expositions, mais ici, nous allons parler du bruit. Le bruit qui constitue aussi un danger. Quand vous travaillez dans un environnement où il y a tellement de bruit et qu'à 3 mètres de distance, vous ne pouvez pas discuter, c'est qu'il y a un problème. Et il y a des entreprises dans lesquelles il y a tellement de bruit que pour discuter à 3 mètres de distance, vous devez crier. Et quand c'est comme ça, vos oreilles sont exposées à ce bruit pendant une longue durée. Cela va agir finalement sur la santé de vos oreilles. Et donc, il y a des normes en matière de ça que vous devez respecter. Et donc, quand vous remarquez que dans votre environnement de travail, il y a ce climat, il y a beaucoup de bruit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut effectivement utiliser des équipements aussi de protection. Des équipements qui vont vous permettre de protéger vos oreilles pour que vous n'ayez pas de ces problèmes par la suite. Et donc, ces équipements que nous avons, il y en a de toutes sortes, et des moins chers et des plus chers aussi. Mais en fonction du budget que vous avez, vous pouvez les utiliser et cela réduirait considérablement les risques de perte de votre audition. Pour la protection des yeux et du visage, nous avons aussi des équipements appropriés. Il y a des lunettes qui vous protègent, des lunettes qui ne peuvent pas facilement tomber
et qui sont accrochés à votre tête pour vraiment assurer une certaine protection. Et il y a l'autre qui protège même le visage pour que qu'il n'y ait pas de problème en dehors des yeux, que les autres parties du visage ne soient pas affectées par des accidents. Nous avons les chaussures de protection. Ces chaussures qui doivent respecter des normes. Il y a des chaussures qui peuvent être falsifiées. Si vous achetez des chaussures falsifiées qui ne respectent pas les normes, cela vous expose parce que ces chaussures sont conçues de sorte que ça vous protège efficacement. Ce n'est pas la beauté de ces chaussures qui compte, mais c'est le travail que ces chaussures peuvent faire qui compte. Habituellement, c'est des chaussures dans lesquelles on met du fer. C'est des chaussures dans lesquelles on met du fer. L'objectif, c'était quoi? Des objets lourds peuvent tomber sur votre pied et donc la partie métallique qui est à l'intérieur, au bout de la chaussure, permet de ne pas écraser votre pied. Et donc, c'est des équipements qui sont conçus pour protéger ceux qui travaillent dans le domaine de l'électricité. Et donc, il y a des normes en matière de chaussures aussi que doivent respecter ces chaussures. En dehors de ça, nous avons des gants. Nous avons des gants de protection. Ces gants, il y en a de différentes sortes. Il y en a qui peuvent facilement être imbibés. Imaginez que vous travaillez sur des batteries et que le gant que vous portez peut facilement prendre de l'acide. Ça signifie que ce gant ne vous protège pas. Ce gant va absorber de l'acide qui progressivement va atteindre votre main. Et donc, à la fin, vous aurez des mains vraiment abîmées. Et donc, il faut aussi acheter des gants appropriés. Et vous allez remarquer que sur la figure que j'ai présentée, les gants sont à plusieurs niveaux. Il y a le niveau 2. Il y a des gants qui résistent à des produits chimiques, ce qui est en bas là. Il y a des gants de classe 0 pour les tensions vraiment faibles, dont on n'a pas besoin de beaucoup de choses. Mais il y a des gants aussi de niveau 5. D'accord? Et donc, en fonction du domaine dans lequel vous êtes, en fonction du travail que vous avez à faire, en fonction des risques qui sont en face de vous, vous devez choisir des équipements appropriés pour le faire et donc ça vous permettra de vraiment vous protéger. Maintenant, nous allons voir dans cette partie les risques de chute. Les risques de chute parce que il y a facilement ce risque de tomber quand vous travaillez en hauteur. D'ailleurs même, il y a des gens, quand ils montent en hauteur, ils ont déjà peur. Ils ont déjà peur quand ils sont en hauteur. Et maintenant, il faut se concentrer dans cet environnement et travailler. Et faire proprement le travail. Et donc, si vous n'avez pas les équipements appropriés, ça va être difficile de travailler dans ces conditions-là. Et donc, habituellement, qu'est-ce qui est fait pour protéger le travailleur ou bien le professionnel qui doit monter en hauteur pour faire son travail? Oui, il y a des équipements qui peuvent le soutenir en hauteur, mais habituellement, on fait l'échafaudage. Est-ce que vous savez ce que c'est? Voilà. Donc, on fait l'échafaudage sur le bâtiment jusqu'à une certaine hauteur. Et sur l'échafaudage, le travailleur peut facilement marcher, peut facilement rester là et faire confortablement son travail.
Mais travailler en hauteur présente beaucoup de risques. Donc, même avec l'échafaudage, des fois, la personne a besoin des ceintures de sécurité qui lui permettent de s'accrocher à quelque chose. Au cas où, en voulant marcher, il rate ses pas, il ne tombera pas. Il peut être suspendu en l'air et qu'on trouve un moyen pour le reprendre. Donc, pour des raisons de sécurité, lors des constructions, on met en place tout un système pour permettre aux ouvriers et aux professionnels de pouvoir faire des installations très très facilement et de se protéger. Et donc, déjà à 2 mètres ou bien à 1,80 m de hauteur, si vous devez faire des travaux à 1,80 m de hauteur, on suppose que le risque est déjà grand pour que vous puissiez tomber, casser un pied, casser un bras. Donc, il faut vraiment prendre des précautions pour la vie du travailleur. Donc, en matière de précautions à prendre, vous allez remarquer que ici, celui-là qui est en train de travailler, vous le voyez? Donc, ce qu'il a comme corde qui le prend au niveau des bras est peut-être attaché à quelque chose, de sorte que quand il tombe là-bas, il ne tombera pas par terre. Il peut tomber, mais il sera pris par son truc. Nous avons des chariots élévateurs qui sont beaucoup plus sûrs. Là où il est dans son truc et il peut facilement et confortablement faire son travail. Même s'il prend un choc à une certaine hauteur, il tombera dans son petit chariot là. Il ne tombera pas par terre. Et donc, ce sont des précautions à prendre. Et en tant que employé dans ces sociétés, vous devez exiger un certain minimum de sécurité pour votre personne. Je m'explique. Votre employeur, lui, il est au bureau. Vous, vous êtes sur le terrain. C'est vous qui prenez les risques. D'accord? Et donc, vous devez exiger un minimum de sécurité. Quand les règles de sécurité ne sont pas respectées, vous devez leur dire que voilà, ça, on ne peut pas le faire s'il n'y a pas cet équipement. Donc, cela vous protège. En dehors de ça, nous avons tout ce qui se présente là, des outils appropriés pour faire les trucs, les cordes pour s'attacher. Et tout ça, c'est des trucs qui permettent à la personne qui fait le travail d'être vraiment en sécurité. Et donc, il faut les utiliser et savoir comment les utiliser. En dehors de ça, nous avons les escaliers et les échelles que nous utilisons lors des travaux que nous faisons. Vous voyez les escaliers? Alors, la première figure, qu'est-ce que cette première figure veut nous montrer? Qui a vu ce que la première figure veut nous montrer? Les escaliers doivent être sûrs. Ça veut dire que les supports doivent être suffisamment solides pour que quand vous faites une chute dans les escaliers, que vous puissiez les attraper et ne pas tomber. Parce que si ce n'est pas sûr, quand vous les attrapez avec une certaine force, vous risquez de vous retrouver tous en bas. Et donc, ça, c'est des aspects à respecter au moment de la construction de ces escaliers-là, pour protéger tous ceux qui vont l'utiliser. En dehors de ça,
Vous voyez les escaliers en bas là? Les escaliers sans support de protection. Vous voulez les monter et facilement, il n'y a rien qui vous permet de ne pas tomber. Vous pouvez facilement tomber. Donc, dans ces cas-là, c'est des choses à proscrire. Quand vous allez sur les chantiers pour travailler, vous devez vraiment éviter d'utiliser ces genres d'escaliers parce que ça met vraiment en danger votre vie. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Vous voyez l'image qui est en haut, là, c'est un bon exemple. Ce sont de petits escaliers, mais avec des supports de protection qui font que vous puissiez facilement monter vos marches sans craindre des chutes. Alors, dans ce travail, dans ce métier, vous aurez à utiliser plusieurs types d'escaliers. Il faut que ces escaliers-là respectent aussi les normes qui sont là. La distance entre les marches doit respecter une certaine norme. La largeur des marches doit aussi, ces marches-là, leur largeur doit respecter aussi une certaine norme. Et le cal entre les deux marches de l'escalier, vous devez forcément bien le placer pour qu'au moment de monter, que ça ne se renverse pas. Et ce qui est encore plus sûr, c'est qu'il ne faut jamais aller faire ces travaux seul. Il faut se faire toujours accompagner quand on va faire ces travaux en utilisant des escaliers. Quand vous montez sur l'escalier, il faut qu'il y ait une personne en bas qui puisse tenir l'escalier au cas où il y a quelque chose, qu'il puisse vraiment vous venir rapidement en aide. Pour ce type d'escalier que nous pouvons utiliser aussi lors des travaux, il y a des règles à respecter. La distance en bas par rapport au support, ce sont des choses qui sont inscrites dans les normes et que vous devez respecter. En haut, la position du haut de l'escalier aussi doit respecter une certaine norme, une certaine distance. Et donc, tout ça là contribue efficacement à votre sécurité. Et donc, les statistiques aux États-Unis, je prends le cas des États-Unis, montrent qu'entre 2012 et 2016, au total, 739 travailleurs sont morts dans l'exercice de leur métier d'électricien. Et les causes de ces décès, il y a l'électrocution, il y a les chutes en hauteur. Et ces chutes-là, dans certains cas, c'est l'électrocution qui a provoqué cette chute. Et donc, d'autres sont brûlés, ils sont électrocutés et le choc a été violent au point qu'ils ont été brûlés et ça a provoqué leur mort. Et donc, vu ces statistiques, il faut que tous ceux qui sont professionnels du métier d'électricité soient conscients des risques qu'ils courent chaque jour dans l'exercice de leurs fonctions et qu'ils prennent vraiment au sérieux tout ce qu'il faut pour se protéger. Et dans certains cas, ces électriciens, ils ont des équipements, mais ils ne les utilisent pas bien. Certains font la négligence. Non, c'est un petit travail, je n'ai pas besoin de mettre tout cet équipement avant de le faire. Je vais le faire vite fait et puis. Et dans le faire vite fait là, vous prenez des risques et facilement vous pouvez laisser votre vie. Et donc, il faut vraiment prendre en compte tous ces aspects pour se protéger. Alors, pour prévenir les risques d'électrocution, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a beaucoup de choses à faire. J'en ai parlé au début de cette présentation, mais je vais revenir sur certains aspects que je trouve encore importants. Quand vous travaillez dans le domaine de l'électricité et que vous trouvez un câble, votre équipement que vous branchez
sur le secteur, vous voyez que le câble de branchement a des problèmes, le câble est abîmé, il faut carrément écarter cet équipement-là. Il ne faut pas continuer par l'utiliser parce que, oui, on n'a pas encore acheté de nouveau, l'ancien là, je vais continuer par l'utiliser, sachant bien que le câble qui permet d'alimenter votre équipement, le câble est abîmé et que ça constitue un danger pour votre vie. Il faut équiper les outils que vous utilisez pour faire des travaux, des boutons pressoirs, comme j'avais dit dans le cas d'une perceuse, par exemple. Donc, ces équipements doivent être faits de sorte que quand vous voulez les utiliser, vous pressez le bouton et quand il y a un souci, dès que vous lâchez la main, l'équipement doit s'arrêter. Ça constitue une protection pour celui qui l'utilise. Et donc, il faut apprendre à bien utiliser les équipements que nous avons à utiliser lors de nos prestations. Ça constitue aussi un risque pour le professionnel. Si le professionnel a un outil et il ne sait pas bien utiliser l'outil, ça constitue un danger pour lui. Il peut facilement se blesser, il peut facilement se faire beaucoup de mal, il peut facilement se tuer s'il utilise ces équipements qui présentent beaucoup de dangers pour eux. Il y a des équipements de protection individuelle comme des gants, des habits qui sont troués, qui ont peut-être des défauts. Nous savons bien que ces équipements de protection individuelle présentent des défauts, mais nous continuons toujours par les utiliser. Et en les utilisant, nous mettons notre propre vie en danger. Et donc, il faut vraiment faire tout notre possible pour ne pas utiliser ces équipements qui présentent des dangers pour notre vie. En termes de choc électrique, d'électrocution, ce n'est pas une grande intensité du courant qui fait du mal à l'homme. Les estimations montrent que pour une fréquence, un courant alternatif d'une fréquence de 60 Hz, 1 milliampère, on peut sentir ça. 16 milliampères, c'est le maximum de courant qu'un humain peut recevoir. Et déjà à 20 milliampères, ça peut nous paralyser la respiration. Les muscles respiratoires, 20 milliampères suffit seulement pour nous faire du mal. 100 milliampères peut toucher le cœur. Et au-delà de ça, ça peut provoquer l'arrêt cardiaque. Et donc, ce n'est pas une grande quantité de courant qui peut nous faire du mal. Et donc, nous devons vraiment nous rendre compte de ces dangers qui sont là et nous protéger pour notre vie. Donc, déjà à 20 milliampères, on peut se faire énormément du mal. Donc, prenons les dispositions qu'il faut pour ça. En matière de batterie, il faut savoir que dans certaines batteries, c'est l'acide sulfurique qui est utilisé et cet acide sulfurique présente un grand danger pour la peau. Donc, dans sa manipulation, si nous ne savons pas utiliser les gants appropriés, on risque de se faire énormément du mal. Le dernier danger auquel je vais parler, c'est l'utilisation des batteries plomb acide. Les batteries plomb acide, dans leur fonctionnement, produisent du dihydrogène. Ces batteries produisent du dihydrogène. Et donc, c'est quoi le danger? Le danger, c'est que quand vous avez un local dans lequel vous avez installé des batteries et que ces batteries, au cours de leur fonctionnement, produisent du dihydrogène qui se stocke dans la pièce,
Si la pièce n'est pas aérée, par mégarde, vous arrivez avec votre cigarette, tout le système va prendre feu. C'est pour ça qu'il est conseillé d'avoir une pièce bien aérée. Là où vous allez installer les batteries, il faut avoir une pièce bien aérée où l'air peut circuler de sorte que, même s'il y a production du dihydrogène, que la ventilation permette d'évacuer ces gaz qui peuvent facilement prendre feu lors du fonctionnement du parc bactérie. Et donc, par rapport à ça, nous prenons donc des précautions qui vont nous permettre d'exercer facilement notre métier d'électricien et de le faire jusqu'à la retraite. Donc, sur ce, je vous remercie. Donc, si vous avez des questions par rapport à ce que nous avons présenté, je suis à l'écoute.